Vous n'avez pas pu passer à côté de l'affaire Liana qui a secoué l'Hexagone ces derniers jours. Depuis 3-4 jours, on en entend parler vraiment de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, petit retour sur les faits, tout le monde. Liana est une fillette de 11 ans qui a disparu le 29 mai dans le Gers. Pour faire bref, après plusieurs jours de recherche, son corps a été retrouvé dans une exploitation agricole et on a assez rapidement eu un premier suspect qui est apparu de manière assez évidente, qui s'appelle Jérôme Barella. Là où l'affaire a commencé à prendre une ampleur spécifique, c'est quand on s'est rendu compte que le mec avait déjà été signalé de multiples reprises pour des comportements vraisemblablement très limites d'un point de vue sexuel, notamment auprès de certains mineurs. Il y a des signalements concernant ce gars depuis 2017. Il a aussi été signalé encore en 2021, ce qui l'a fait virer d'un lycée. Donc là, on était déjà sur des trucs low-key pédo quand même. Mais ça a continué plus tard, où il y a eu d'autres plaintes et d'autres signalements en 2022, en 2025 et en 2026. Donc ça, c'est ce qui a fait un peu exploser, on va dire, l'affaire, dans le sens où, d'un simple fait divers, c'est devenu un fait politique. C'est devenu un manquement de la part d'un système qui devrait pourtant protéger les enfants de ce genre de prédateurs, qui sont du coup des prédateurs connus par les institutions, ce qui fait que du coup, c'est parti dans tous les sens et tout le monde a un petit peu donné son avis, avec évidemment, comme d'habitude, et surtout en période de campagne, un très fort clivage entre la gauche et la droite. Moi, j'ai trouvé que cette affaire était intéressante parce que, évidemment, ça dépasse le simple fait divers. On est dans un cas de fait divers qu'on a déjà connu à de multiples reprises, à savoir un moment où un fait divers particulièrement choquant provoque un scandale, ici un scandale institutionnel, qui mène du coup à une crise politique, une remise en question de ces mêmes institutions, et cette crise politique débouche sur un débat politique et donc sur différentes propositions de la part des différents acteurs politiques qui vont réfléchir autour de cette situation. Donc moi je suis pas du tout cliente de cette vision qu'on a parfois à gauche où voilà les faits divers feraient diversion et les faits divers ne seraient que des simples instrumentalisations de l'extrême droite ou je ne sais quoi. Moi je pense que c'est un sujet à traiter très sérieusement parce qu'effectivement ce genre de faits divers met en lumière certaines absences, certains manquements de ces institutions et permet d'avoir du discours là-dessus. Et je trouve ça trop important en fait pour passer à côté. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en commençant déjà par décortiquer un petit peu comment ça a été traité médiatiquement cette affaire dans un premier temps par les médias généralistes. Alors, les médias généralistes, en vérité, c'est surtout une synthèse des deux opinions, on va dire, de gauche et de droite. C'est un peu un genre de en même temps macroniste autour de cette histoire. Donc on va avoir un angle globalement punitiviste qui appelle à la punition, mais moins fort que ce qu'on va retrouver à l'extrême droite, tout en ayant quand même une remise en question institutionnelle, sans rentrer non plus dans un procès des juges comme on peut retrouver à droite. Donc l'angle global qu'on retrouve dans les médias généralistes, c'est concrètement, il se pose la question de comment est-ce qu'un suspect qui a déjà été connu et qui a été signalé par des individus n'a pas été concrètement neutralisé ou à minima surveillé. Et c'est là où du coup on a un angle qui est quand même très répressif malgré tout. En gros, comment est-ce qu'il y a eu autant de signal de la part des institutions et que ça n'a finalement rien donné. Et donc c'est là que je trouve qu'on a une évolution vraiment intéressante pour le coup au sein du discours public. Et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on se penche un petit peu sur cette affaire tous ensemble, parce que moi, je suis prête à parier que il y a quelques années, l'affaire aurait été traitée différemment. On aurait simplement mentionné l'idée que c'était un monstre qui aurait tué un enfant, alors que là, pour le coup, cette fois-ci, on vient mettre en lumière des dysfonctionnements concrets de la part des institutions, ce qui du coup en fait un véritable enjeu politique, surtout avant ces élections-là. On sort un petit peu d'une analyse qui est purement émotionnelle, d'une analyse qui est purement autour des affects, pour tenter quand même d'avoir une analyse plus globale autour de ces questions-là, et je trouve que c'est une évolution qui est plutôt positive, très sincèrement. Donc du coup, on va essayer d'avoir un peu du discours là-dessus, parce que je trouve, comme d'habitude, que la gauche institutionnelle ne va pas assez loin. Mais du coup, parmi les trucs qui ont un petit peu explosé autour de cette affaire, et surtout les personnes qui ont été
mises en cause par cette affaire. On a bien évidemment du coup notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin. L'abject Gérald Darmanin qui a dit, je cite, qu'il était terrifié par de tels dysfonctionnements. On va revenir un petit peu sur le cas de Darmanin un peu plus tard, parce que j'ai des choses à dire bien évidemment autour de ce sombre personnage. Le traitement de droite, maintenant. Comment ça a été traité par la droite, concrètement, cette affaire, du point de vue de la droite et de l'extrême droite, qui de toute façon, aujourd'hui, sont quasiment au diapason en termes de trucs. L'extrême droite se contente d'être vraiment, comme son nom l'indique, juste des positions un poil plus extrêmes que la droite, qui est déjà quand même bien radicale. Donc eux, ils vont avoir un discours autour d'une justice qui serait trop lente, trop laxiste, trop peu responsabilisante, mais responsabilisante pour genre les juges et les personnes qui s'occupent du coup de la partie judiciaire. Ils voudraient qu'il y ait genre la possibilité pour l'État par exemple de les punir, que l'État reprenne en main la justice et de remettre en question donc la séparation des pouvoirs. Et certains idéologues d'extrême droite vont même jusqu'à qualifier la justice d'être idéologiquement protégée et que ce serait pour ça que du coup genre il y a une séparation des pouvoirs, ce qui est quand même un petit peu une folie. Concrètement, c'est des gens qui vont attaquer frontalement le monde de la justice. L'objectif de la droite et de l'extrême droite, c'est de trouver des responsables. Eux, c'est vraiment ça leur objectif, c'est de punir les gens qui, d'après eux, ont connu des manquements. C'est pas une grande surprise de la part de la droite d'éviter l'analyse structurelle pour revenir à une analyse plus individuelle et rechercher des responsabilités du coup auprès de personnes, tout en croyant que si on se débarrasse donc des personnes fautives, eh bien le système va s'améliorer, sans prendre en compte le fait que c'est ce système qui a créé ces personnes fautives. Donc c'est vraiment pas très surprenant que la droite ait plutôt cet angle-là autour de ce genre d'affaires. Pour le coup, on tombe pas vraiment de notre chaise. Là où c'est un peu plus surprenant, on va dire, c'est quand l'extrême droite ou des gens comme Pascal Praud s'amusent à faire une espèce de grand whipping généralisé où ils mettent dans le même lot les violences de débordement après les matchs du PSG, l'affaire Liana, des débordements en manif, et qui disent que voilà, concrètement, tout ça, c'est de l'ensauvagement. On en est revenu à cette fameuse rhétorique de l'ensauvagement qui n'a qu'un seul objectif, faire la promotion d'un pouvoir autoritaire, tout simplement parce que face à une population ensauvagée, il faut resserrer la vis. Parce que derrière la notion d'ensauvagement, il y a tout un imaginaire du domptage, du dressage qui se met en place. Et donc, c'est surtout à base de répression, bien évidemment. Et l'objectif, c'est surtout pas de résoudre les problèmes, c'est bien sûr de continuer à nourrir l'arsenal répressif que possède la France et rendre l'État toujours moins démocratique. Bien évidemment, ça reste ça l'objectif de ce genre de narratif. Et moi, ça, c'est un angle qui me dérange profondément, parce que là, on observe un profond glissement quand même en termes de questions, où là, on est quand même face à une histoire qui concerne une petite fille, une histoire de pédocriminalité, une histoire de violence sexuelle, et plutôt que de parler de ces sujets-là, on a ce glissement pour surtout ne pas parler de la question de la protection de l'enfance et se concentrer sur une critique des juges. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler très sincèrement d'instrumentalisation. Parce que c'est ça l'instrumentalisation, c'est quand tu prends un problème et qu'à la fin tu fais avancer tes pions à toi vis-à-vis de ta pensée politique plutôt que de chercher à résoudre le problème en question. Et je suis désolé de le dire pour tous les intervenants de la droite, mais concrètement, le fait de s'en prendre à la justice, vu la judiciaire dans laquelle ils se retrouvent eux-mêmes, c'est pas très surprenant qu'il y ait une critique des juges qui vient déjà de la base de la condamnation de Marine Le Pen et de la condamnation de Sarkozy, où de base à droite, depuis là plusieurs mois, il y a une véritable méfiance vis-à-vis des institutions judiciaires qui s'est mise en place. Donc, encore une fois, c'est de l'instrumentalisation. C'est un véritable problème de faire ça avec une affaire comme ça. C'est absolument pas respecter la question, enfin les victimes de cette affaire, c'est absolument pas respecter la famille de cette victime, c'est pas vraiment faire honneur à ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment très sincèrement assez limite. D'autant plus que on observe une véritable hypocrisie, je trouve, de la part de la droite à ce niveau-là, puisque en fait concrètement, justement, ça appelle à une justice qui serait trop lente
trop laxiste et pas assez responsabilisante, mais quand il s'agit de parler, pour le coup, d'hommes puissants comme des Polanski, par exemple, comme des Sarkozy, ou même des femmes puissantes comme Marine Le Pen, qui se retrouvent devant la justice, et ben à ce moment-là, la justice, elle est plus laxiste. À ce moment-là, la justice, elle devient autoritaire, politique, je ne sais quoi. Mais en fait, il y a un véritable double discours vis-à-vis de la politique et de la justice qui me dérange profondément. Tu peux pas d'un côté dire à tout le monde que les juges sont laxistes et que c'est un problème parce qu'ils sont pas assez punitivistes et qu'ils sont pas assez violents vis-à-vis des gens qui sont accusés de certaines choses, et de l'autre, dès que ça vous concerne vous, faire la fine bouche et dire qu'en fait maintenant les juges voilà sont tous complètement corrompus et que la justice ne ferait un travail donc trop violent. Et enfin je trouve que c'est assez paradoxal et que c'est un discours qui a tendance quand même à pas mal se mordre la queue. Et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, on peut observer un profond malaise vis-à-vis de la justice et du rapport à la justice entre à droite et à l'extrême droite sur le champ politique. Et je pense très sincèrement que c'est un malaise sur lequel on devrait insister. D'autant plus que l'affaire Liana a montré aussi quelques fractures au sein du camp Le Pen, entre Bardella et Le Pen, mais je vais pas rentrer en profondeur là-dessus, c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus dans cette histoire, mais voilà, on se rend bien compte que à partir du moment où l'affaire concerne un mec qui est blanc, hein, quoi, basiquement, désolé de le dire, mais pour le coup, le suspect principal, Jérôme Barella, c'est pas un arabe, c'est pas un noir, donc du coup, le Rassemblement national a un peu du mal à avoir du discours là-dessus, et ils sont un petit peu à la ramasse, quoi, et tout le monde s'en rend un peu compte. Mais bon, la droite, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, tout le monde. On va s'intéresser un petit peu au discours de gauche, maintenant, autour de cette histoire. L'angle de gauche est évidemment, à mes yeux, déjà beaucoup mieux et beaucoup plus équilibré que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui à droite et à l'extrême droite. Aujourd'hui, l'angle de la gauche, c'est plutôt de chercher vraiment à avoir un discours autour de la protection de l'enfance. Parce que se contenter de punir les coupables après coup, ça protège en vérité personne. Ça, on le sait, pour le coup, c'est des choses qui ont été étudiées. Il y a même des gens à l'extrême droite qui sont venus faire remonter des vieux trucs comme la peine de mort, alors qu'on le sait que la peine de mort n'est pas dissuasive. Les pays qui pratiquent encore aujourd'hui la peine de mort ne connaissent pas moins d'affaires de pédocriminalité, moins d'affaires de délinquance, moins de crimes, moins de meurtres, etc., etc., etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, à contrario des gens qui tentent de ramener des questions de peine de mort sur la table, eh ben nous, il faut qu'on ait un discours qui soit offensif par rapport à ça et qu'on revienne pour parler de violences sexistes et sexuelles. Il faut rappeler dans cette histoire que la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, en particulier pour les mineurs, est insuffisante, qu'il y a une faillite à deux niveaux, à ce niveau-là, et que les deux niveaux sont d'ailleurs structurels, à savoir, dans un premier temps, un manque de moyens profonds de la part des institutions judiciaires qui ne peuvent pas prendre en compte la masse de signalements et de plaintes qu'ils reçoivent chaque jour, et de l'autre côté, un problème plus profond, institutionnel, sur le fonctionnement même de ces institutions. Dans le sens où, pour moi, même si ils avaient assez d'oseille pour fonctionner de la manière dont ils aimeraient fonctionner, ce ne serait pas un système enviable, car toujours répressif et punitiviste. Mais je vais en parler un peu plus tard. Déjà, je voudrais revenir sur un point faible de l'analyse de gauche autour de l'affaire Liana. Pour moi, un des problèmes qu'on a à gauche autour de cette histoire, c'est qu'on a tendance à parfois un petit peu trop réduire justement la question du discours politique à avoir autour de ce fait divers à une instrumentalisation de la droite. C'est pas juste une instrumentalisation de la droite. Au bout d'un moment, il y a un vrai sujet sur la table autour des institutions judiciaires, et se contenter de se faire du ouin-ouin parce que voilà, la droite a du discours politique sur cette histoire, c'est un peu faible, je trouve. Et il faut être capable de dépasser cette simple question-là de oh là là, l'affaire est instrumentalisée par la droite, donc il faut se contenter de dire ça et ne pas avoir un discours supplémentaire par rapport à ça. Je veux dire, normalement, sur les questions de violence sexiste et sexuelle, c'est plutôt la gauche qui a des réponses à apporter. Simplement, j'ai l'impression que dès qu'on commence à parler des enfants, ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Et ça me pose un peu un problème. Parce que, ok, d'accord, la droite, elle a un discours anti-juge bizarre sur la fin de la séparation des pouvoirs, mais nous, on est quand même censé proposer des solutions
qui sont autre chose que de la simple répression, en fait. Justement, on est censé parler de protection et pas d'avoir un pur discours autour de la vengeance. Enfin, c'est bien beau la vengeance, mais ça fait pas avancer grand-chose. Donc je me trouve encore une fois un peu trop faible sur ces questions-là. On parle quand même, évidemment, mieux de la question, en tout cas dans la gauche institutionnelle, que, évidemment, les médias généralistes et la droite. Mais je pense quand même qu'on pourrait aller plus loin. Je pense quand même qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, je pense que si on revient sur les choses que la gauche essaye de mettre en lumière, un truc que la gauche essaye de mettre en lumière par rapport à cette histoire, c'est la question du manque de moyens par rapport à la justice. Bah, c'est très bien de poser la question sur la table, mais pourquoi est-ce qu'il y a un manque de moyens dans la justice? C'est surtout ça qu'il faudrait traiter, moi, je pense. La justice, il y a deux raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'un point de vue strictement matériel et d'un point de vue strictement fonctionnel, même si on ne parle pas de remise en question des institutions. Le premier problème, c'est évidemment que l'État manque d'oseille. Donc pour ça, désolé, mais il faut aller le chercher là où il est. Et ça va faire 15 ans qu'on prend de l'argent aux pauvres, et peut-être qu'il serait temps de renverser la balance parce qu'on en a plus tant que ça, de l'argent, avec les inégalités qui se creusent quand même encore davantage et davantage. Donc il faudrait rappeler quand même que une des grandes raisons pour laquelle la justice manque de moyens, c'est avant tout parce que on ne prend pas assez d'argent là où il y en a. Genre, la justice, ça devrait être financé par le collectif. Et aujourd'hui, il y a des individus qui y échappent très clairement. Et une simple taxe Zuckman, pour moi, ne suffira jamais. Ça pourrait déjà être un bon début, en tout cas pour les SOSDEM, pour dire qu'il faudrait aller chercher de l'argent. Deuxième problème vis-à-vis de la question judiciaire, de pourquoi est-ce que même ce système que moi j'aime pas, qui est punitiviste et répressif, ne peut pas fonctionner en l'état. C'est parce que la justice est en train de déborder. Il y a trop de plaintes, trop de signalements, trop de paperasse, trop de bordel. Et le problème, c'est que ça va quand même faire 25 ans qu'on est en train de créer une machine à gaz de plus en plus violente, de plus en plus coûteuse, de plus en plus bordélique pour gérer un tas de situations qui ne devraient pas être gérées de manière aussi chiante et coûteuse. À savoir la question des sans-papiers, la question du changement d'état civil et toutes ces choses où on force des gens à passer par l'institution judiciaire, ce qui vient bourrer les tribunaux de partout en France, qui fait que tout le monde est débordé, qui fait qu'il y a des mois et des mois d'attente pour avoir la moindre de passage devant une institution judiciaire quelconque. Il faut désengorger la de justice en fait. Et ça, je suis désolé, mais typiquement, la question les procédures bâillons, typiquement les procédures bâillons, c'est une instrumentalisation de la justice qui est problématique, qui est fait dans un objectif d'instrumentaliser ces institutions-là pour faire taire des gens par rapport à un discours politique. Donc il faudrait qu'on mette ces sujets-là sur la table, dans les trucs qui font qu'aujourd'hui la justice a trop de travail et qui servent objectivement à rien à part à faire de la répression sur des personnes minorisées. Il y a tous ces sujets-là, genre par exemple, toujours inventer des nouveaux crimes et des nouveaux délits pour tenter de punir les gens qui seraient vaguement antisionistes. Et ben ça, c'est typiquement le genre de choses qui viennent bourrer les tribunaux pour que dalle. Toutes les questions de la petite délinquance. La petite délinquance, au bout d'un moment, c'est des choses qui pourraient être gérées vraiment très, très différemment vis-à-vis de beaucoup de choses. Encore une fois, je vous renvoie vers tous mes divers TikTok et tous mes divers reels autour de la question de la légalisation, par exemple. Mais c'est pas tout. Pour moi, on pourrait vraiment traiter la question du vol avec aussi beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus un angle social et au niveau de beaucoup de choses de la petite délinquance. Donc tout ce qui est vol, trafic de drogue, etc. Le fait qu'elle soit gérée par des tribunaux qui ont pour objectif principal d'enfermer des gens dans les prisons, je pense que c'est un sérieux problème. Je pense très sincèrement que ça devrait être une question qui devrait être résolue par le corps social et pas par basiquement des flics et des juges, quoi. Au bout d'un moment, je suis désolé, il y a des raisons pour lesquelles les gens ils se mettent à voler. C'est pas par plaisir, c'est souvent par survie. Donc des questions qu'on devrait traiter autre part que dans les tribunaux, à plein de niveaux. Pour moi, c'est un discours qu'il faut qu'on soit offensif. Si on veut que des affaires graves et terribles comme l'affaire de Liana, elles soient traitées correctement, il faut que la justice, elle puisse avoir le temps de les traiter correctement. Et pour ça, il ne faut pas qu'elle soit débordée en permanence. Donc ça déjà, c'est un discours que même quand t'es pas de gauche révolutionnaire, tu peux avoir pour le coup. C'est un discours que toute la gauche
devrait défendre. Et ça permet aussi de rappeler un petit peu cette espèce de convergence quand même dont on essaye de faire preuve assez régulièrement, à savoir la question de l'antiracisme, des procédures judiciaires autour des sans-papiers, des procédures judiciaires autour des personnes racisées. Ben, c'est quelque chose qui a aussi un impact du coup sur le traitement des VSS. Enfin, troisième angle à avoir autour de la question du coup des dysfonctionnements de la justice, toujours, encore une fois, sans remettre en question ces institutions en tant que telles, mais aussi dans leur fonctionnement, on va dire entre guillemets, normal, la question des VSS. Pourquoi est-ce que, d'un seul coup, on fait comme si le discours féministe n'avait jamais existé? Est-ce que je suis la seule à me rendre compte du parallèle énorme qu'il y a entre les enfants et les femmes? Parce que c'est un peu traité de la même façon. Genre, quand on parle des problèmes pour faire remonter les témoignages des enfants, eh ben, on a le même problème avec les femmes. On ne croit pas les enfants quand ils viennent expliquer qu'ils ont subi des VSS, mais comme on ne croit pas les femmes quand elles disent qu'elles ont subi des VSS, et vous savez quoi? Comme on ne croit pas les hommes qui ont subi des VSS. C'est un problème dont on parle depuis des littérales décennies dans le camp féministe. Donc, au bout d'un moment, quand ce genre de questions-là, elles se posent sur la table, c'est nous qu'il faut venir voir, les féministes de gauche, les féministes matérialistes, pour essayer de trouver des vraies solutions à ces problèmes-là, en fait. Je suis désolé, parce que c'est les mêmes problèmes qui se posent entre les enfants et les femmes, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est même pas tant une surprise que ça, parce que je vous rappelle que d'un point de vue même strictement légal, pendant des décennies, les femmes étaient traitées un peu comme des enfants. Elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire, elles n'avaient pas le droit d'avoir plein de choses par rapport aux hommes, au même titre, genre le droit de vote par exemple, au même titre que les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est resté, non pas dans les institutions sur le papier, mais bien dans les institutions, on va dire de manière plus, comment dire, flottante, d'une structure qui se reproduit en elle-même sans avoir justement besoin de cette encre légale qui vient sur le papier dire que les femmes et les hommes, c'est pas pareil. On ressort quand même de millénaires de problématiques vis-à-vis des hommes et des femmes. Évidemment que ça laisse des restes. Et aujourd'hui, la question des violences sur les enfants et la question des violences sur les femmes sont des questions qui sont très proches. Autre sujet dont on ne parle pas, quand on parle d'affaires pédocriminelles, c'est le fait qu'on n'en parle que quand c'est pas de l'inceste. Pourquoi est-ce que ce genre d'affaires explose uniquement quand ça correspond à l'image d'Épinal ultime qu'on se fait de ce qui est censé être un pédo, à savoir un vieux mec bizarre issu d'une famille de dégénérés qui guette les enfants pour les kidnapper. Alors oui, effectivement, ça existe, on est d'accord, mais ça reste les cas ultra minoritaires dans la pédocriminalité. Il faut avoir un discours autour de la... Quand on parle de ces sujets-là, on peut pas le mettre de côté en fait. Je suis désolé. C'est un peu un problème de se contenter d'avoir une paille dans l'œil et de parler de ces sujets-là uniquement quand ça correspond à littéralement un truc qu'on pourrait voir dans un film. Moi, ça me dérange. Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis désolé. C'est ça, la plupart des pédos, c'est des darons, c'est des frères, c'est des oncles. Et parfois, c'est des darons aussi. Ou des profs. C'est ce genre de choses. En tout cas, c'est des personnes qui se retrouvent dans des positions de pouvoir dans des institutions. Parce que la famille, c'est une institution, qu'on le veuille ou non, qui a été structurée par plein de choses. Le mariage et aussi la culture générale occidentale, quoi. La fameuse modernité, tous ces trucs-là. Donc, au bout d'un moment, il faut pouvoir avoir un discours sur ça. Le problème, c'est que là, on se rend compte que y a peut-être quelques petites hypocrisies, en fait, de la part de l'État aujourd'hui, qui font qu'ils peuvent pas traiter ces sujets-là correctement. Vous en parlez très bien dans le chat, par exemple, Brigitte Macron. Peut-être il faudra remettre en question ce qui s'est passé avec Macron à l'époque. Ça, déjà, ça les mettrait très mal à l'aise. Le président lui-même est concerné par une affaire de violence sexiste et sexuelle sur mineurs. Peut-être que ça les empêche d'avoir un bon discours, je sais pas. Gérald Darmanin, tiens, parlons-en. Parce que du coup, tout le monde tombe sur Gérald Darmanin. T'as des Bardella qui appellent à sa démission et t'as la gauche qui lui tombe dessus. Mais c'est normal. C'est normal. Le mec incarne littéralement le de problème. C'est lui-même un mec qui a reconnu avoir forcé une meuf à le sucer, ce qui est un viol.
et qui s'est retrouvé à faire classer l'affaire sans suite en s'arrangeant à l'amiable comme une grosse. Darmanin incarne cette impunité des violeurs. Donc, je suis désolé, mais tu peux pas d'un côté faire du ouin-ouin, les dysfonctionnements des institutions me terrifient, quand toi-même, tu en as bénéficié pour ta petite carrière politique, en fait. Je suis désolé, l'hypocrisie est trop grande. Ça commence à se voir, en fait. Ça commence à mettre mal à l'aise tout le monde, en fait. Genre, je suis désolé, la présence d'un Darmanin qui vient nous dire « Oh là là, c'est trop bizarre ces institutions, comment ça se fait que tous ces prédateurs peuvent continuer à exercer des postes de pouvoir ou à pouvoir agresser des gens en toute impunité? Comment c'est possible ?» dit le d'agresseur. Je suis désolé, c'est quand même un peu une singerie. Au bout d'un moment, c'est trop gros, l'hypocrisie se voit trop. Genre, nous, ça fait des années qu'on explique que Darmanin, justement, il incarne parfaitement cette problématique. Vous vous rappelez, c'était quoi l'excuse de Macron pour le maintenir à son poste de pouvoir? Il a dit, on a eu une discussion entre hommes. Comment vous voulez pas qu'on invoque le patriarcat dans cette situation? Une discussion entre... Vous avez fait quoi? Vous avez claqué vos couilles comme ça, face à face, pour savoir si vous avez... En vous regardant dans les yeux comme ça, pour savoir s'ils disent la vérité? C'est comme ça que ça marche entre mâles dominants, c'est ça? Enfin, je suis désolé, mais moi, ça me choque, à titre personnel, de voir un État qui reconnaît des défaillances, alors qu'ils sont au pouvoir, sans même se rendre compte qu'ils incarnent eux-mêmes en profondeur en quoi ce problème est structurel et en quoi plein de personnes sont protégées, en fait. Je suis désolé, mais ça va faire des années et des années et des années qu'on parle des dysfonctionnements de la justice concernant les affaires de violences sexistes et sexuelles. Tout ça est surdocumenté à gauche. On a même des tonnes et des tonnes de façons d'y répondre, hein. Vous savez, moi j'en parle beaucoup, hein. Il y a des réponses qui sont très punitivistes, très libérales, très dans ce que beaucoup de gens post #MeToo ont fini par défendre. Moi je suis pour qu'on dépasse cette simple question-là et qu'on analyse ça différemment, mais j'ai déjà énormément de contenu là-dessus. Donc lorsque des droitards viennent vous casser les couilles en vous disant qu'on serait soi-disant hypocrite sur ce genre de questions, c'est tout simplement du mensonge, en fait. C'est eux qui ont du mal à se positionner, et je suis désolé, mais aujourd'hui, la contradiction principale autour de la question du discours autour de la justice, c'est vraiment à droite. Nous, je trouve qu'on est dans une cohérence assez grande, et j'espère pouvoir faire confiance à la gauche institutionnelle pour ne pas simplement être dans une posture défensive, alors que les gens qui ont un discours contradictoire, c'est pas nous, justement. Nous, on devrait pas être dans la défense face à une affaire comme l'affaire Liana, on devrait être dans quelque chose d'offensif. Et là, tout ce que j'ai dit pour le moment, c'est des choses qui peuvent être défendues par la gauche institutionnelle. Des choses qui peuvent être défendues par les gauchistes de la France Insoumise, normalement, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Moi, évidemment, je pense qu'on peut aller plus loin. Parce que là, tout ce que je vous ai dit, ça reste, malgré tout, dans un cadre d'une justice répressive et punitiviste. Moi, je vous ai dit, il faut qu'on aille chercher de l'oseille. Je vous ai dit, on est hypocrite sur les questions des violences sexuelles. Il faut qu'on aille prendre de l'argent aux riches pour financer justement la question de tout ça. Tout ça, c'est des dysfonctionnements d'un système tel qu'il existe aujourd'hui. Moi, je suis quand même, malgré tout, et je pense que la gauche devrait également être offensive sur ce sujet-là, pour proposer de véritables alternatives au modèle punitiviste. Genre, se poser 5 minutes et réfléchir un peu correctement. À savoir, est-ce que, par exemple, si on avait simplement renforcé les peines, ça aurait protégé Liana? Je crois pas. Est-ce que si on aurait davantage puni... Attendez, j'ai déjà oublié son nom. Jérôme Barella, ça aurait protégé la petite fille? Mais je sais pas, moi je pense pas. Je pense que ça aurait probablement pu le radicaliser. Le simple fait que quand un mec comme ça est signalé, on se retrouve pas à avoir un accompagnement, ne serait-ce qu'un accompagnement par des professionnels à plein de niveaux, des professionnels sociaux, pour voir les problématiques que connaît ce mec-là d'un point de vue aussi, encore une fois, structurel vis-à-vis de sa famille. Parce qu'on rappelle quand même que ça a l'air d'être un sacré boys club, hein, la famille du mec. Il y a peut-être aussi une remise en question à faire, encore une fois, sur le modèle familial. Parce qu'il semblerait quand même que dans la famille de Barella, tout le monde semble être des agresseurs. Parce que son frère et son père aussi, en fait, ont été accusés de pas mal de choses. Et j'ai quand même le vague sentiment que ces gens-là se défendent les uns les autres. Donc je pense pas que simplement se contenter de punir un mec
aurait protégé la victime. Au bout d'un moment, il faut qu'on regarde les choses en face. Il faut sortir de cette simple idée que c'est des monstres. Il faut les regarder comme ce qu'ils sont, à savoir des êtres humains qui s'en prennent à des femmes, pas pour rien. Et essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils peuvent se permettre d'encore et toujours continuer à faire des trucs, se prendre des signalements et n'avoir aucune conséquence sur leur vie, tu vois. Ça reste un immense problème. Et simplement, il y a une différence, et c'est là que vous comprenez qu'il y a une différence entre la simple question de la punition et la question de la sanction. Et je vais refaire le discours. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas simplement proposer des punitions arbitraires. Moi, je pense que dans un cas comme ça, si tu te contentes de dire « t'as fait quelque chose de mal, donc je vais te menacer très fort pour te dissuader de le faire », je pense pas que ça va marcher. Encore une fois, moi, je n'aime pas le gambling. J'aime pas parier sur la bonne volonté des acteurs individuellement dans un système. Moi, je pense qu'il faut toujours réfléchir des questions de sanctions en fonction de ce qu'a fait le mec et toujours dans un objectif de protection des victimes. Quand un mec comme ça, il est signalé, je dis pas qu'il faut se contenter de le punir de manière arbitraire en prenant un gros Excel en disant allez, tel truc que t'as fait correspond à telle punition et c'est plié. Non, il faut prendre en compte le système, il faut prendre en compte comment ce mec il a pu s'en prendre à ses femmes et à ses enfants en particulier et l'empêcher en fait d'avoir accès à ces structures-là dans un premier temps pour mettre les gens en sécurité. C'est ce genre de choses qu'il faut être capable de défendre. Et ça, c'est pas une vision punitiviste. Parce qu'ensuite, du coup, tu te poses la question de ok, d'accord, mais comment, par exemple, ce mec, dans ce lycée, a pu toucher une gamine et est-ce que d'autres mecs, dans ce même lycée, auraient pu le faire? Et comment l'empêcher? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et c'est comme ça qu'on va aller de l'avant. Il faut se poser les questions de, dans un premier temps, comment protéger les victimes, comment accompagner les agresseurs, ne pas en faire de simples monstres qu'il faut punir et emprisonner pour toujours et à jamais, et essayer de comprendre les raisons objectives qui les ont poussés à commettre des actes abjects et les en empêcher, et faire en sorte qu'ils ne les commettent plus par la suite, et simplement les enfermer ne suffira jamais, parce qu'en fait le problème c'est qu'on a des droits de l'homme et qui vont finir par sortir, souvent encore plus radicalisés et frustrés qu'avant, donc il faut vraiment les accompagner. C'est pas simplement pour avoir le cœur sur la main, c'est une vraie question de protection, c'est la seule manière objectif de protéger les gens. Et enfin, troisième angle, il faut pouvoir remettre en question les structures, comprendre comment ce mec a pu commettre de tels actes et comment d'autres mecs auraient pu faire la même chose. Et est-ce qu'aujourd'hui, si un autre mec voudrait faire pareil, il pourrait le faire? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et ça, je suis désolé, mais c'est des questions très concrètes. Il faut sortir des questions de valeur, il faut sortir des questions de la morale, il faut sortir du simple affect. On n'est pas là pour essayer de simplement prendre en compte un affect populaire parce que tout le monde est très choqué par cette histoire. Moi, je trouve que par rapport à ça, il y a une vraie hypocrisie. Je vous rappelle quand même que quand c'est une enfant blanche à qui ce genre de choses arrive, ça finit en débat national. Le trafic d'enfants, c'est quelque chose qui touche très majoritairement des enfants non blancs et tout le monde s'en branle. Et ça a l'air de faire trembler personne alors que c'est un phénomène massif en France. Mais bref, autre problématique. Je maintiens qu'il faut qu'on soit capable d'avoir ce discours-là, un discours qui est offensif, et donc se poser les bonnes questions, se poser les putains de bonnes questions au bout d'un moment, et essayer d'aller de l'avant. Et ça ne veut pas dire, attention, parce que ça c'est aussi un autre angle mort que je trouve à gauche, ça ne veut pas dire ne pas prendre en compte les sentiments des victimes et de la famille. Au contraire, ça devrait être un des premiers trucs qu'on devrait prendre en compte. Quand je parle de protéger les victimes, c'est victimes au sens large. La famille de Liana est aussi une victime de, a priori, je dis a priori parce qu'il est toujours présumé innocent, de Jérôme Barella. Désolé, à chaque fois j'ai le nom d'un sombre politicien qui me vient en tête et j'ai pas envie de faire ce lapsus. Eux aussi, c'est des victimes. Et il devrait avoir un accompagnement. Et cet accompagnement ne peut pas être fait que par l'institution judiciaire au bout d'un moment. Je suis désolé, il devrait y avoir tout un soin communautaire qui serait apporté à ces personnes-là, qui n'est aujourd'hui clairement pas suffisant. Et moi, je pense que la simple réponse judiciaire et la simple réponse punitiviste pour résoudre ces questions-là ne fait de bien à personne. Au contraire, souvent, le parcours judiciaire pour la famille de ce genre de victimes, c'est quelque chose qui va venir, c'est une double peine. C'est que non seulement ils vont souffrir déjà de la perte de leur enfant, mais en plus ils vont passer sur des mois de galères judiciaires interminables sans avoir
aucune prise en compte institutionnelle pour qu'ils aient des suivis, pour qu'ils puissent avoir du soin communautaire. Par exemple, je suis désolé, mais ça me semblerait convenable que la famille de Liana n'ait pas à travailler pendant, je sais pas moi, quelques années, enfin peut-être dans ces eaux-là, pour pouvoir gérer cette situation, pour se remettre de la question du meurtre. Ça devrait être pris en compte par la communauté, par l'ensemble du corps social, et c'est des gens à avoir vécu ce genre de drame qui devraient avoir un accompagnement en profondeur, en fait, je suis désolé, qui n'est pas suffisant. La simple réponse judiciaire, pour moi, ne peut pas suffire, en fait. C'est pas possible. On peut pas simplement proposer aux gens un système, basiquement, de vengeance, et penser que c'est ce qui va suffire à les aider et à leur apporter justement la justice. La justice, aujourd'hui, ne peut pas passer que par l'institution judiciaire. Je suis désolé. Je continue à le dire, je continue à le marteler, ce truc-là. Pour moi, c'est super important. Il faut un accompagnement plus large. Et cet accompagnement, désolé, mais parfois, il se fait aussi sur la question financière. Et il ne faut pas attendre que le procès se termine pour que ce truc-là soit pris en compte. Je veux dire, ces gens-là, ils ont besoin de ça maintenant, en fait. Ne serait-ce que pour payer les trucs judiciaires, pour eux pouvoir ne pas avoir à se prendre la tête. Enfin, il devrait y avoir un accompagnement plus profond. Voilà. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on devrait pouvoir défendre à gauche. Et de toute façon, c'est des choses qu'on défend dans le matérialisme, l'analyse matérialiste de la justice. C'est des choses qu'on défend depuis super longtemps et qui sont aujourd'hui un peu absentes du discours de gauche et que j'aimerais qu'on ressuscite un petit peu. La question de l'accompagnement, ça peut pas simplement être une réponse autour de la question de la santé mentale. Évidemment, la santé mentale, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des questions, et d'ailleurs, quand on parle de santé mentale, souvent on dit c'est plus compliqué que simplement ce qu'il y a dans la tête des gens. Souvent, c'est des questions très matérielles. Donc, au lieu de faire cette espèce de truc alambiqué, de faire santé mentale into matériel, directement prendre en compte les sujets matériels et les traiter en tant que tels. Voilà ce que je pense que la gauche aujourd'hui devrait défendre, et je trouve que la gauche n'est pas assez, encore une fois, offensive sur ces sujets-là. Et moi, je pense très sincèrement que des affaires comme celle de Liana, avec des manquements dans la justice, vont continuer d'arriver tant qu'on n'aura pas cet angle-là, angle qui est définitivement matérialiste. Parce qu'on ne peut pas résoudre une problématique comme la question de la pédocriminalité simplement avec un angle moral. Ce n'est pas possible. Simplement avec un angle de la menace, simplement avec un angle incitatif à travers la question de la punition, ça ne marche pas. Je dis pas ça, encore une fois, parce que j'aurai le cœur sur la main, parce que je pense que c'est un système qui est plus juste et moral. Moi, là, je vous parle d'efficacité concrète pour protéger les victimes, pour empêcher ce genre de drame d'arriver. La simple vengeance ne suffira jamais. Simplement se contenter de faire mieux fonctionner le système d'aujourd'hui. Le système d'aujourd'hui, il n'est pas défaillant que parce que ça manque d'argent. Il est défaillant parce que il a une vision issue de la chrétienté qui est complètement débile autour de la question de la punition et que c'est pas réfléchi en profondeur, ce genre de choses. C'est un automatisme débile et il faut qu'on soit capable de dépasser cette question-là. Aujourd'hui, la justice est prise dans des contradictions qui commencent à se voir en profondeur, et c'est ce que je vous disais au début de la capsule, lorsque je vous disais qu'on a aujourd'hui un traitement de l'affaire qui a mis en lumière non pas simplement une question morale autour d'une personne qui serait monstrueuse, mais qui a bien mis en lumière des questions de dysfonctionnement. Et il faut qu'on comment dire, je sais plus où je voulais en venir, pardon. Désolé, Big TDAH, fin de capsule. Bon, désolé YouTube, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Anyway, je crois que j'ai dit de toute façon, grosso modo, tout ce que j'avais à dire. Je suis arrivé au bout de mes notes en fait, et ça m'a un peu perdu. Ça m'a un petit peu perdu, je suis désolé. Enfin bref, rappelez que ce genre d'affaires, c'est avant tout des questions de violence sexuelle, dans lequel le féminisme a déjà des réponses depuis très longtemps, et la simple question de la répression ne résoudra jamais les problèmes. Être offensif sur ce sujet-là, rappelez qu'il faut faire des liens avec les autres questions, la question de l'antiracisme, la question du genre, qui sont aussi des raisons pour lesquelles la justice, elle se retrouve débordée. Enfin bref, je commence à me répéter. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va très probablement s'arrêter là. On va très probablement s'arrêter là. Tout le monde, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et bon, évidemment, en conclusion, comment ne pas conclure autrement que en envoyant
toutes nos pensées à la famille de la victime. Ça reste un drame horrible. C'est le genre de choses qui, qui mérite mieux que le traitement médiatique qui en a été fait ces derniers jours, je pense, très sincèrement. Je pense que on fait pas honneur à ce genre de tragédie. Quand on vient pull-up des questions de peine de mort à la con, alors qu'on sait très bien que ça protège personne, ça sert vraiment à rien. Donc grosse force, grosse force à eux et à tous les gens impliqués là-dedans, hein, pour qui c'est une affaire évidemment atroce. Et ouais, c'est ça, aujourd'hui on a un traitement de l'affaire qui a été vraiment indigne de la part de pas mal de gens sur le plan politique. Et je pense sincèrement qu'on mérite mieux que ça. Voilà, gros bisous YouTube. N'hésite pas à liker, partager, booster la vidéo. Celle-ci, elle est un peu importante, un peu préparée. Ce serait bien que ça tourne un petit peu. Gros bisous.